Hey, bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 50. Alright! Hey, épisode 50, Ben. Es-tu content? Ben oui, je suis content, comme toujours. Hey, ça fait un Christy de bout qu'on perd notre vie avec ça, hein? Ben, tu sais, s'il y a des gens qui sont contents de les écouter, tant mieux. On est content. On est toujours content de faire plaisir aux autres. Ben, on fait ça par passion aussi, parce que c'est le fun de jaser dans le moi pis toi, tu sais. Ben oui, c'est pour ça qu'on continue, stick. J'aime ça parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on se retrouve comme à l'UQAM à l'époque, puis qu'on est autour d'une table, puis on jase à deux, puis que c'était comme interminable pendant 2 heures, mais c'était plaisant. Benz, on s'est jamais perdu. Je sais. On se retrouve, mais on s'est jamais perdu. Je sais. C'est vrai que c'était plaisant, entre 2 cours, on jase pendant 2 heures. C'est ça qui arrive à l'université quand tu prends un cours à 9 h le matin, puis que tu en as un autre à 6 h le soir. Faut que tu passes le temps à un moment donné, tu sais. Ben oui. Ben écoute, l'épisode 50, c'est spécial quand même. Puis on a un gros sujet aujourd'hui, c'est le fun. On a un gros sujet, puis c'est un sujet quand même qui est relié au Québec, stick. Fait que on est tous contents. Hein? Effectivement. Bon, le sujet, en fait, le gros sujet de la soirée, Benz, j'ai été voir Dune. Oui. J'ai été voir Dune de Denis Villeneuve, donc un Québécois pur laine. En fait, je ne sais pas si c'est un pur laine, mais je ne le connais pas personnellement. Mais il s'appelle Denis P. Villeneuve. Donc, juste avant de parler de Dune, je pense que tu as écouté un film de Denis Villeneuve cette semaine pour te mettre dans l'ambiance. Oui, exactement. Pour parler avec toi, j'ai écouté Arrival. Oh yeah! Qui a été fait. C'est quoi, c'est son deuxième film américain, Arrival? Il en a fait 4, en fait. Là. Son premier, c'était-tu Ennemi? Non, Ennemi, c'est un film canadien. Même si c'est anglais. Là. Oh oui! Ça reste un film canadien, j'étais persuadé que c'était américain. Non. Fait que Jake Gyllenhaal fait des films canadiens ailleurs. C'est malade, ce gars-là? Ouais. Fait que dans le fond, son premier, c'était... Prisoner, je pense. Il a fait Prisoners Arrival. C'était pas Sicario, son premier? Ah, c'est vrai, il a fait Sicario aussi, c'est vrai. Ah, ouais, je pense que c'est Sicario. Parce que c'était soit Sicario non, c'était Prisoners. Ou Ennemi, non? Non, je pense que c'était Prisoners, Sicario, Arrival, puis Prisoners, c'est 2008, il me semble. Non. Faut faire des recherches. Ben, faut faire des recherches. C'est pas 2008, je fais... sûr. Ah, 2013. 2013. C'est ça que je pensais. OK, puis Sicario... 2015, je pense. 2015, exactement. Ah, OK, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est son troisième film américain. Prisoners, OK, Sicario, Arrival. Et tabarnouche, OK. Puis tu sais, Arrival, je l'ai vu, c'est peut-être la 4-5e fois que je regardais. Tu sais, je l'avais vu au cinéma, puis je me souvenais pas à quel point c'était bon. Tu sais, c'est tellement beau, là. C'est tellement un film humain. Ouais. Comme qu'on voit rarement, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, là, mais... Oh! OK. Est-ce qu'on est en train de critiquer l'art du... le 8e art? Le 7e art. Le 7e art. Ouais, mais tu sais, dans le fond, l'histoire, juste pour être concis pour les gens qui ne sauraient pas, c'est ça. Dans le fond, c'est une linguiste qui se fait approcher par l'armée parce que tu as une invasion alien qui se passe. Oh, ouais. Puis là, il essaie comme la linguiste se fait approcher pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent, eux autres, puis communiquer avec eux. Puis le film, c'est ça. C'est juste elle qui communique avec eux pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là. T'sais. Ouais. Puis je veux pas... hein, je pense, l'actrice. Amy Adams. Amy Adams, ouais. Puis tu sais, je veux pas rien divulgacher. Faut pas divulgacher dans la vie. Non, surtout que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Ouais. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, fait que ceux qui l'ont pas vu, ben grouillez-vous, là, mais tu sais. Même si tu connais le punch, je pense que ça reste encore meilleur parce que tu vois des subtilités, tu sais. Ah, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un film aussi sur comme communiquer avec l'autre à la place d'avoir peur. Puis tu sais, tout le monde, toutes les nations peuvent s'apprendre quelque chose, puis il faut juste comme travailler entre nous autres, puis tout, là, tu sais. Ouais, une grosse morale pour un film. C'est ça. Quand même, de prime abord, science-fiction, tu sais, on parle de Alien, tu sais, fait que c'est les extraterrestres, fait que tu t'attends un film comme, c'est plus du type E.T. ou, tu sais... ou genre de Ridley Scott. Ben c'est ça, tu sais, les aliens qui attaquent et qui sont mauvais. Puis j'aime ça voir des aliens qui sont gentils. On dirait qu'on voit pas ça souvent au cinéma. Fait. C'est très rare, effectivement. Puis, dans le fond, tu sais, dans un sens, les extraterrestres,
il arrive sur Terre pour aider, dans le fond, les humains. Ils ne sont pas là pour faire une invasion. C'est ça qui est rare aussi dans. À part peut-être E.T. E.T., dans le fond, il était sur Terre pour fuck all. C'est un accident de parcours, mais. À part Mars Attack. Ouais, Mars Attack, ça, c'est une vraie évasion. Ouais. Mais, ouais. Mais il y a quelque chose de beau aussi dans le film où ce que ça dit, tu contrôles pas ce qui se passe dans la vie, même si tu sais ce qui. Ben là, je veux pas dire ça, mais tu contrôles pas ce qui se passe. Divulgage pas, mais divulgage pas. Tu sais pas trop ce qui va se passer plus tard, mais je pense que tu contrôles rien, puis fais juste comme embrasser tout ce que tu as, puis profite-en, puis genre, faut s'embrasser apprécie, c'est ça, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est très humain, puis c'est ça. Ouais, mais tous les personnages, comme tu dis, au début, tous les humains sont un peu. Personne comme se soucie de l'autre, là, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'avais remarqué aussi, c'est ça qui m'avait surpris. La première fois que je l'avais vu au cinéma, c'est comme tous les personnages sont un peu distants. La fille, elle vit tout seule chez eux, elle est comme tout le temps seule, mais son métier, c'est de découvrir des langues, de parler avec les communiquer. Fait que, je pense que le thème fort du film, c'est ça, c'est la communication, puis ça prend la communication entre toutes les nations aussi qui s'allient contre les aliens, puis finalement, ils coupent toutes les communications à un moment donné parce que la chicane, puis l'armée se met là-dedans, puis ils veulent tuer les méchants. Là, ben, c'est ça, mais les méchants, c'est qui, en fait? C'est qui? Ça. Exact. Faut voir le film pour savoir. C'est ça. Mais ouais, très bon film. Je dirais pas que c'est mon préféré de Denis Villeneuve. Ben, ce qui est fou, c'est que tous ces films américains. Ben, j'ai pas tout vu ces films québécois. Genre, ces premiers films sont durs à trouver. Genre 32 sur Terre, je l'ai pas vu. Mais tous ces films ont tout le temps quelque chose de vraiment intéressant, sont toujours bons. Il n'y a pas, trop de faiblesse, je crois. Ben, il parle aussi. Moi, j'ai plus vu ça dans. Bon, comme toi, j'ai pas vu gros de ces films québécois, là, mais pas mal tous ces films américains parlent par l'image aussi. C'est plus sur une note visuelle qui nous transmet son message plutôt que le dialogue. T'sais. Puis justement, tu parles c'est une science-fiction, puis je trouve que ça donne bien le ton par rapport à ce qui va suivre après ça de la science-fiction, mais c'est pas classique, c'est très comme contemplatif, puis c'est très introspectif. Ouais. Comme Blade Runner, puis comme j'imagine Doom qui doit avoir l'air de ça aussi. Surtout, c'est ça, comme tu le dis, après Arrival, ces autres films américains, c'est juste de la science-fiction qui fait, mais c'est un autre genre de science-fiction. Moi, j'ai regardé cette semaine pour me préparer à Doom. J'ai regardé Blade Runner 2049. J'ai regardé aussi le premier pour que l'histoire se suive, dans le fond, mais je ne parlais pas trop du premier parce qu'on en a déjà souvent parlé. Puis, je voulais plus me concentrer sur le Blade Runner de Denis Villeneuve. C'est un excellent film. T'as-tu regardé tous les petits courts-métrages qui se passent pour comprendre entre les deux films, l'univers, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se rende jusqu'à ce qu'on est en 2049? T'as-tu regardé ça? Non, j'ai jamais regardé ça. Ah, t'as jamais vu ça? Si t'as le Blu-ray, là, tu l'as là-dessus. Ou là sur YouTube aussi. Ouais, non, j'ai pas regardé les special features. C'est comme. Là sur YouTube, c'est 3 courts-métrages qui sont faits par des gens que Denis Villeneuve a choisis. OK. Puis c'est ça. Ça explique un peu la progression de Blade Runner jusqu'à 2049. Comment on se rend là, puis la déchéance, puis tout. C'est intéressant. Ah, c'est hot. Mais tu sais, comme par le film, je trouve, on en sait quand même déjà beaucoup, tu sais, sur ce qui s'est passé. C'est sûr, il y a un gros texte au début du film, mais ça rappelait le Blade Runner de Ridley Scott, avec le gros générique du début. Là. Mais, OK, ouais, non, c'était intéressant. Mais je pense que t'en as un court-métrage qui est juste sur Bautista, comme son histoire à lui. OK. Quand t'arrives au début, Bautista, il a comme pas tant un gros rôle, mais il est quand même important pareil. Ouais, non, c'est ça. Ben, on comprend, vers la fin, on comprend, qu'est-ce qu'il faisait là exactement, Mais c'est ça que j'aime de ce film-là, c'est que c'est sûr que, d'un côté, puis je pense que c'est la seule mauvaise critique qu'il y a eu, ce film-là, c'est qu'il est un peu trop long, dans le sens que c'est une épopée, oui, mais c'est contemplatif, comme tu disais, c'est visuel, c'est écœuramment beau, ça n'existe pas comme mot, mais en tout cas. C'est super beau visuellement. Le film, je veux dire, il gagne à être connu juste pour sa photographie. Puis ses effets spéciaux malades. Mais à un moment donné, c'est endormant dans le genre. Je trouve avec la musique,
c'est sûr, la musique rajoute aussi de l'émotion dans l'image, mais à un moment donné, c'est qu'il faut aboutir à quelque part, puis quand tu as des trop longs passages contemplatifs, comme tu disais tantôt, c'est un peu, l'image devient un poème, mais c'est que ça se finit plus un moment donné, fait que c'est un peu endormant un moment donné, là, c'est comme s'il n'y a pas assez de péripéties, genre. Ça fait assez longtemps que je l'ai vu, pareil, il faudrait que je le réécoute, okay. mais... Ben, c'est ça, moi aussi, ça faisait quand même un bout que je l'avais vu, puis c'est toujours le fun à regarder, puis je l'adore ce film-là, mais c'est ça que j'ai remarqué. C'est sûr, le premier, pour moi, ça reste un classique, puis celui de Denis Villeneuve va pas surpasser le premier, selon moi. C'est peut-être parce que j'ai un bon souvenir du premier, mais en tout cas, ça reste que c'est un film grandiose, mais on dirait le fait qu'il est un peu trop long aussi dans son déroulement, ça nous fait perdre un peu l'intérêt jusqu'à la fin, tu sais. Ouais, je comprends. Puis, ben, tu sais, ça aussi, le premier aussi, c'était quelque chose d'innovateur qui amenait un univers qu'on n'a quasiment jamais vu aussi. Là. Mais moi, je pense que je préfère lui de Denis Villeneuve, pareil. Ouais, ben, je te connais, Ben, je te connais. Mais tu sais, reste que quand tu regardes le premier Blade Runner, c'est innovateur aussi, comme tu dis, dans le sens que c'est très contemplatif, ça aussi, tu sais, puis avec la musique, le rythme est quand même très lent aussi, là. C'est juste que, je pense qu'il a été gagnant, Denis Villeneuve, ben, je dis Denis Villeneuve, mais je veux dire les monteurs du Blade Runner 2049, de couper peut-être un petit 15-20 minutes, juste pour, tu sais, comme ça fit dans un film, mettons, de 2h30, tu sais, bien juste. Mais, tu sais, comme, sincèrement, le film, il est excellent, tu sais, puis l'histoire aussi autour de ça, c'est Toute sûr qu'il faut que tu suives quête, c'est toute la quête existentielle du personnage qui veut... Tu sais, on pense que c'est quelqu'un, puis comme on n'est plus trop sûr, tu sais, ça, c'est intéressant, c'était bien fait. Mais tu sais, ça parle aussi de la robotique, puis du clonage, puis tu sais, c'est très humanoïde, comme on dit, là. Ouais. Puis ça reste du Philippe K. Dick aussi à la base, fait que c'est comme pessimiste, Ouais. c'est intéressant. Mais ce que j'aime, c'est que ça reste dans l'esprit du premier. T'sais, ils sont pas allés, admettons, OK, 40 ans plus tard, on déroge complètement du premier film, puis ça se passe dans un futur où est-ce que tout le monde se tire avec leur pénis. T'sais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que c'est pas ça que c'est fait. Puis je trouve que ça garde l'esprit du premier film dans le sens que les méchants, on les voit peut-être 10 secondes à la fin, puis comme c'est pas un film, admettons, qui se penche sur les vilains de l'histoire, mais plus sur la quête identitaire, c'est ça. C'est ça, la quête du héros. T'sais. Puis Ryan Gosling, je pense, c'est le meilleur acteur qui aurait pu jouer ce rôle-là, dans le sens que. Ouais. Puis il est froid aussi, comme, il est froid, comme pas d'émotion, c'est intéressant. Mais lui, c'est ça, son visage peut rester frais, puis ça nous donne quand même l'envie d'être son ami. Ouais. Mais tu savais que Denis Villeneuve, je pense, Blade Runner, c'est son film préféré. Puis que quand il a appris qu'il voulait faire une suite, il était comme non, man, il faut pas. J'en peux pas faire une suite à ça, c'est impossible, il faut pas. Ouais. Puis là, il s'est dit, ben, tant qu'à faire une suite, c'est moi qui vais la faire. Fait que finalement, ils lui ont proposé, puis il l'a fait. T'sais. Ouais, ben, Denis Villeneuve, c'est un critique de malade. Ouais. Mais un autre point aussi, j'aurais peut-être aimé voir un peu plus le personnage de Harrison Ford. Ouais, c'est ça, il y a comme une scène, puis ça n'a pas trop rapport. Là, mais... Ouais, tu sais, comme il arrive comme dans la dernière heure, là, si je peux dire. Là, tu sais, c'est quasiment plus un clin d'œil que d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouve. Puis, tu sais, dans le fond, sans vouloir divulgacher rien, l'histoire, c'est par rapport à. Tu sais, dans le fond, il y a un grand lien dans l'histoire, là, dans la quête du héros aussi. Puis, je pense qu'on aurait dû peut-être poursuivre un peu plus sur sa voix à lui. Tu sais. Au moins, le voir une bonne heure à la place de comme 45 minutes. Dans le fond, le total de temps qu'on le voit dans le film, c'est pas équivalent à son rôle qu'il aurait dû avoir. T'sais. Mais je sais pas si tu es au courant, mais il parlait peut-être de faire un troisième film, mais c'est comme pas trop clair. Là. Je pense pas que ça va se faire. Là. Ben, l'univers est brillant, l'univers, fait qu'il pourrait faire de quoi d'intéressant, mais je sais pas. Ouais. Ça reste à voir. C'est quand même une fin ouverte dans le sens que tout peut arriver. Là. La fin est belle quand il est comme couché dans la neige avec comme du sang. T'es comme, oh, c'est beau. Mm-hmm. Ouais.
Ouais, ben c'est du Denis Villeneuve. Puis Denis Villeneuve, on le reconnaît dans Dune aussi. Tu vas capoter, là, mais que tu le vois, là, Benz, tu vas vraiment aimer ça, je pense, plus que Blade Runner même. Puis moi, en tout cas, je l'ai préféré à Blade Runner, je pense, malgré son défaut, qui est que, encore une fois, c'est un peu trop long. Tu sais, en général, tu me connais, en général, j'adore les films longs. Puis, tu sais, j'aime ça comme c'est, là. Tu sais, 2 heures, tu sais, Dune dure 2h33, je pense. C'est très contemplatif, comme Blade Runner 2049. C'est très. La soundtrack est malade, pour vrai. Hans Zimmer, il a fait une critique job là-dessus aussi. C'est sûr que, tu sais, comme je t'avais dit, c'est un space opera. Ça rend hommage, dans le fond, au premier space opera des années 70-80, tu sais, des premiers Star Wars. Mais tu sais, ça a-tu la vibe Star Wars, genre de l'action ou fuck all, genre? Non, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est un space opéra, mais on est dans un mood très social, dans le sens que c'est très politique. C'est aussi le sujet de l'histoire. Là. Moi, j'ai pas lu le livre. Je sais que toi, tu l'as lu ou que tu es en train de le lire, mais. Non, je l'ai fini, c'est bon. OK. C'est ça, je sais que toi, tu l'as lu. Moi, je l'ai pas lu, le livre, mais j'ai vu le film, dans le fond, de David Lynch, là, qui n'était pas super, en fait. Là. J'ai jamais pu l'écouter au complet d'une shot. C'est sûr, il dure 3 heures, là, le film, mais dans le sens que l'histoire, en gros, je la connaissais. C'est une histoire très politique, c'est très. Très logique, ça vient hein? chercher la communication, un peu comme tu parlais de Arrival. C'est un peu le même concept. C'est des tribus, c'est 2 différentes nations qui essayent de s'entraider pour se protéger l'une de l'autre. Mais personne ne fait confiance. Aucune nation fait confiance à une autre nation. C'est comme. Là, tu C'est un parles des peu trop Harkonnen puis ici, des j'imagine. Atreides, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. C'est les Harkonnen, c'est les vilains de l'histoire, si on peut dire. Puis, dans le fond, eux, ils exploitent la dune, dans le fond, ils Arrakis, exploitent là. la Arrakis qui appartient plus aux tribus qui se font appeler les Freemen. Donc, eux autres, ils vivent dans le désert, dans le fond, c'est leur planète, c'est leur endroit. Puis les Harkonnen, ben, ils viennent un peu les envahir. Fait que c'est un peu aussi le concept, comme on parlait, les envahisseurs de l'espace. C'est un peu le même concept. C'est juste que là, on se trouve dans l'an 10 100 cucs. Fait que, c'est comme dans un futur vraiment lointain. Mais c'est rendu, c'est quand même tous des humains, dans le sens que ils ont toute l'apparence humaine. Là, fait que c'est comme si on devenait nos propres extraterrestres, si on peut dire. Fait que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'histoire. Puis la façon dont Denis Villeneuve a apporté sa touche, c'est que le fait de nous montrer un visuel assez proche de notre réalité, la planète des Atrides, des Atrides, excusez, je me suis étouffé. La planète, elle ressemble vraiment à notre planète, dans le sens que Il y a beaucoup d'eau. il y a beaucoup d'eau, c'est du gazon, c'est le vent. Tandis que tu arrives sur voyons, Arrakis. Arrakis, c'est un désert. Il fait beaucoup trop chaud, puis ça se voit dans l'image, puis dans les plans d'ensemble que Il y a tellement Denis nous pas d'eau. propose. Il y a tellement pas d'eau, cette planète-là, qu'il tue les gens pour ramasser leur eau Ouais, corporelle. c'est ça. Puis, les gens se crachent dessus pour se dire bonjour. Puis, ouais, c'est un signe de politesse. T'sais. Mais, c'est. Le film parle par ses images. Comme Blade Runner, un peu 2049, nous le laissait voir. Là. Par exemple, comme tu me disais, si tu as un Star Wars, il y a beaucoup d'action. Il y a des bonnes scènes d'action, dans le sens que il y en a une grosse en particulier. Là. Mais sinon, après ça, c'est plus des scènes un peu d'action, mais scènes de combat rapprochées. Fait que c'est de l'action, oui, mais c'est de l'action à petite graine, là, dans le sens que il y a un petit moment d'action, on appelle ça du parlage pendant comme une demi-heure, après ça, un petit moment d'action. C'est pas, mettons, de l'action ininterrompue comme Star Wars avec de la grosse musique dans le tapis, mais la musique est quand même présente. Mais c'est de la musique que, je te dirais pas, c'est un space opéra dans le sens que
la musique, elle nous fait vivre des émotions, mais ce ne sera pas, mettons, une soundtrack qu'on va se rappeler comme Star Wars. Là, ça ne deviendra pas un classique du genre. Mais dans le fond, le gros point, je trouve un peu négatif, mais c'est quand même positif, c'est le fait qu'ils le font en deux parties. Tu sais, ça, tu le sais dès le départ parce que le titre arrive, puis juste en dessous, c'est marqué première partie, ouais. Part 1. Fait que tu te dis, bon, OK. Fait on n'aura pas de fin à cette histoire-là pour ce film-là. Puis, comme je te disais, l'histoire, on la connaît quand même un peu si on a lu le livre ou si on a écouté le film de David Lynch, même si c'est très différent. Puis de ce que tu me dis, on dirait que ça a l'air très proche du livre aussi. Oui, ben c'est ça. Comme je te disais, j'ai l'impression, par ce qu'on a vu aussi, que c'est très près des lignes de Frank Hibbert. C'est ça son nom? Frankie? Frank Herbert. Frank Herbert, c'est ça. Herbert. Mais tu sais, j'ai l'impression que parce que j'ai vu du film, ça ressemble très près. Oh, joli livre quand même. Ça ressemble très près de cette brique-là. Tu sais, c'est très littéraire. Là. Quand tu regardes les images, là, c'est aussi le concept d'un film contemplatif, là, je pense, que les images restent, les mots s'envolent. Tu sais, le roman, mettons, il va beaucoup dans pas les souvenirs, mais comme il voit l'avenir un peu, là. C'est beaucoup dans ça. Ben, tu vois, le film, tu sais, mettons, c'est ça que je te disais, tu sais, en sachant que c'était Denis Villeneuve, le réalisateur, moi, je le savais que ça allait pas être un film à la Star Wars, tu sais. Je savais qu'elle allait mettre son grain de sel aussi dans le genre science-fiction que c'était. C'est-à-dire, tu sais, ça reste quand même un film vraiment épique. Là, c'est une aventure épique, puis on a vraiment hâte de voir la suite. Mais dans le trailer, mettons, les gens vont vouloir aller voir ce film-là par les scènes d'action qu'on a vues dans le trailer, les grosses guerres et tout. Mais la plupart, sans vouloir divulgacher, la plupart des grosses scènes de guerre, c'est un peu des visions que Paul a. Ouais, qui va enlever comme dans le deuxième. Timothy Chalamet. Ouais. C'est comme son personnage, Paul Atreides, qui est le jeune héros de l'histoire. C'est un homme divin qui a des visions, si tu veux, de l'avenir. C'est le Kuzach Aderach. Exact. Puis, moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est justement que on suit vraiment ce personnage-là. C'est un héros qui va devenir emblématique, puis c'est un héros aussi qui suit sa quête. C'est l'élu, dans le fond. On pourrait le comparer à Neo dans la Matrice, à Harry Potter dans Harry Potter. C'est un héros d'une aventure épique qui poursuit son chemin vers la gloire. Ce que j'ai remarqué dans le livre, c'est qu'il y a toujours comme le fantôme de son père qui. C'est pas le fantôme littéralement, mais il y a comme toujours son père qui est dans sa tête. Puis comme est-ce qu'il va devenir ça? Puis comme toute son évolution à être comme son père, ou finalement il va changer un petit peu. Je trouve qu'il y a ça qui est intéressant, qui est peut-être pas encore là parce que ça va être dans le 2, mais. Ouais, ben, tu vois déjà la relation entre le père et le fils, on la sent vraiment dans le premier film. C'est sûr que là, tu me parles peut-être dans son esprit à lui. On voit quand même que Paul il est indécis à savoir qu'est-ce qu'il veut devenir plus tard. On le sent au début, parce que son père, dans le fond, c'est le chef des Atreides. Dans le fond, c'est un président, comme on peut dire. C'est un duc. C'est le roi, si tu veux, là, de sa tribu. Puis Paul, étant son fils, ben, il est destiné à devenir le chef de sa tribu. Fait que tu as toute la pression, justement, de ce pouvoir-là qu'a sur Paul. Puis au final, ce qu'on découvre, c'est que c'est au-delà de ça, il va pas juste avoir le pouvoir du duc, il va avoir le pouvoir entier du désert qui va lui appartenir dans la main. Fait que c'est un peu... C'est ça sa quête. Dans le fond, sa quête, c'est pas de devenir le duc ou le roi du désert ou peu importe. C'est de devenir... La quête, c'est de pouvoir... Ben oui, mais sa quête, c'est le pouvoir de posséder ce qu'on lui offre, le pouvoir de devenir duc, le pouvoir d'être le maître du désert. Fait que c'est quand même très philosophique comme histoire. Là. C'est ça,
c'est pour ça que tout ça ensemble, ça fait en sorte que c'est pas un Star Wars. C'est vraiment un film humain, qui parle des relations humaines. Puis que, c'est tout l'aspect écologique aussi. C'est un roman qui date de 64, 65, je pense. Puis on ouais. c'est tellement plus actuel encore aujourd'hui que c'est ça qui est fou. Ouais. Ben, c'est la richesse aussi. Il parle beaucoup de richesse. C'est comme si dans 10 000 ans, c'est ça qui comptait encore. Le pouvoir vient avec. Dans le fond, la richesse vient avec le pouvoir. Ouais. C'est ça que les gentils veulent combattre aussi, parce que les méchants, les Harkonnen, sont riches, parce qu'ils se sont fait de l'argent sur le dos des Freemen. Puis ouais, aussi, puis t'as une grosse compagnie qui crosse un peu aussi. Là. C'est je me souviens plus trop, là, mais ouais. Je sais pas si ça. Ouais, vas-y. Tout ça, ça vient aussi rejoindre un peu Blade Runner, dans le sens que la grosse compagnie Tyrell, c'est eux qui font tous les robots, qui font tous les hologrammes, c'est eux qui contrôlent tout. Fait que c'est comme si dans l'avenir, c'est ça aussi qu'on dit aujourd'hui, l'avenir appartient aux riches, dans le sens que c'est eux qui ont le pouvoir de notre avenir dans les mains. Effectivement. C'est eux qui dirigent. Faut pas se laisser faire, man! Faut pas se laisser faire! Non, mais sérieusement, je conseille vraiment le film à tous et à chacun. Très bon, très, très bon. Tu as aimé Duncan Idaho? Ouais, j'ai adoré. Jason Momoa joue Duncan Idaho, qui est un grand soldat qui est fier, puis qui est il est très ami aussi avec le duc, puis son fils, en fait, là, parce que j'imagine que c'est un des meilleurs soldats. C'est pas dit explicitement comme ça, là, mais on sent que c'est un bon soldat, puis il est habile, puis je trouve Jason Momoa, pour vrai, j'ai jamais vraiment eu l'occasion, dans le fond, de voir son acting, dans le sens que il fait Aquaman, on le connaît, il a joué Khal Drago dans Game of Thrones, c'est ça qui l'a fait un peu plus connaître. Mais sinon, on ne l'a pas vraiment vu dans un grand rôle qui pouvait mettre vraiment en scène son acting. C'est sûr que dans ce film-là, on ne le voit pas tant. Je veux dire, on le voit quand même. Mais je trouve qu'il fitait vraiment bien dans le rôle. Puis son jeu d'acteur était quand même très, très bon là, pour ce film-là. Puis, il a rasé sa barbe, il ressemble pas tout le temps au même guy, de Aquaman ou Game of Thrones. Ah, est-ce que tu allais dire? Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la scène au début il met sa main dans la boîte. Là. Ça a l'air quand même freak comme scène. J'ai hâte de voir ça visuellement. Ouais, ça a l'air de quoi? Ouais. C'est pas tout de suite au début, mais cette scène-là, ça parle beaucoup aussi du fait que c'est comme son avenir qui est en jeu. Puis c'est là que tu apprends un peu que ça va être lui l'élu, dans le sens que je trouve que ça me fait beaucoup penser justement à la Matrice puis à Harry Potter, dans le sens que, ou Lord of the Ring, là. Tous ces films-là où est-ce qu'il y a un élu quelconque qui est censé suivre son chemin, sa destinée, réussir sa quête, puis devenir le héros de sa propre histoire. Ben, c'est exactement ça qu'on trouve avec Dune, dans le sens que tous ces héros-là ont des visions à un moment donné, puis voient l'avenir, ils savent qu'est-ce qui va arriver, puis dans le fond, ça leur plaît pas toujours, puis c'est pour ça aussi qu'ils font en sorte que ça change, puis qu'ils reprennent le contrôle de leur histoire, de leur destinée. Puis c'est ça qui rend aussi l'histoire épique. Mais dans le même sens, justement, dans ce sens-là, comme on parlait, OK, il y a une deuxième partie, je suis d'accord dans le sens que c'est sûr que ce film-là, bon, il fallait qu'il se fasse en deux shots parce que il y a beaucoup. Justement, comme tu dis, si il s'est vraiment basé sur le livre, c'est très contemplatif, justement, par la réalisation de Denis Villeneuve. Fait que c'était clair qu'il allait avoir deux parties, puis dans un sens, c'est bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend plus à apprécier, je pense, les personnages, S'il avait fait juste un long film de 3h30, ça devient un peu long, Je pense que ça garde aussi bien l'essence de le faire plus long sur deux films. Ça permet de ne pas trop condenser, puis tu gardes comme l'essentiel, puis la vibe aussi du roman. C'est ça. Mais c'est ça. Mais dans un autre sens,
sais, comme je te parlais hier, Warner Bros. Sont très bons pour faire plusieurs parties. C'est aussi. Ça fait du cash aussi. Là. Mais je pense qu'il y aurait intérêt peut-être à faire le film en trilogie, en 3 parties. Tu me parlais du livre. Mais je pense qu'il y a 6 livres dans l'univers de Frank Herbert. Là. Je pense qu'il y a 6 livres. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Là, mais... OK. Parce que je me souviens, il y en a. Est-ce que la suite s'appelle Children of Doom? Ça se peut. Parce que j'ai déjà vu un film qui s'appelait Children of Doom. Puis, tu sais, je n'ai pas tout écouté, là, le film. Mais c'était avec James McAvoy. Puis, ça avait l'air intéressant, mais je pense à un lien avec Doom. Tu sais, mais c'est comme la suite ou je sais pas quoi. Mais ça reste à voir. Il faudrait faire une recherche. Ben? Je peux aller voir rapidement. T'as pas fait tes recherches. Colin, hey, c'est l'homme, le rechercheur en question. Puis... Mais, ouais, bref, en gros, tu me parlais qu'il y avait peut-être des suites. Fait que ça serait intéressant peut-être de voir, Mais tu sais, ce que j'ai lu, là... Dans le deuxième, voir peut-être une suite, puis en avoir 3, peut-être. Mais c'est 6 livres qui parlent de Paul Atreides ou... Ben, je sais pas. Je sais pas. Ou juste d'Archéide, dans le sens... Ben, j'ai aucune idée pour vrai, je sais pas, là. OK, ben on fera une recherche. En tout cas, ça, j'ai comme trop de... Ouais, je sais pas. Bref, ce qui compte, c'est que j'ai vu Doom, puis c'est un critique de bon film, je le conseille à tout le monde. Mais tu sais, ce que j'ai lu, justement, c'est que le deuxième film, ça serait... Parce que là, mettons, il arrête à la page 550 de 800 à peu près. Dans le premier film, fait qu'il reste 250 pages. Ouais, puis, c'est ce que tu me disais. Hein, il y aurait une partie d'un autre film après ça, d'un autre livre. Ouais. Mais ils sont en écriture en ce moment, je pense. C'est pas fait encore, là, mais en tout cas. Au moins, ils ont annoncé le 2 était officiel, fait que c'est une bonne nouvelle. Ben, on l'espère, parce que s'il n'y avait pas eu 2, pour vrai... Ah, mais il est confirmé, là. Ils l'ont confirmé. Oui, je sais qu'il est confirmé. Okay. Mais c'est comme s'il n'aurait pas fait le premier film sans avoir confirmé. Dans le sens que je suis pas mal sûr que c'est confirmé depuis longtemps qu'il va y avoir un 2 parce que le film, même s'il est beau et il est bon, je veux dire, il mène à rien. Au fond, c'est une première partie, comme je te disais, fait que c'est un prologue. Là. Le film dure 2h30, mais c'est 2h30 de prologue. Parce que c'est pas. Oui, tu rencontres les personnages, tu t'en sais un peu plus sur le résumé, dans le fond, de ce qu'ils ont vécu avant, puis maintenant, puis ce qu'ils vont vivre après, mais tu n'as aucun élément déclencheur dans le sens. Ben oui, en fait, tu as un élément déclencheur à la fin là, du prologue, mais c'est que il faut une suite. Il faut une suite, Ben. C'est juste ça que je veux dire. Ben, c'est sûr, parce que l'histoire n'est pas finie, puis elle fait quand même plus de sens si t'as pas la suite. L'histoire ne fait que commencer. C'est ça. C'est un peu. Je te comparais ça un peu au Hobbit, dans le sens que c'est bien beau, là, 3 films du Hobbit, mais tu sens que Peter Jackson en a rajouté en masse. Là. Il en a beurré épais. Le Hobbit, on s'entend, c'est un livre aussi, mais il n'est pas énorme, là, le livre. L'histoire, c'est raconter un film de 3 heures, mais il a décidé de faire 3 films de 2h30. Doom, c'est sûr, c'est bien meilleur que le premier Hobbit, mais ça reste que faut une suite, parce que s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de film. Je veux dire, le film a beau être excellent, puis superbe visuellement, puis écœurant dans la soundtrack, mais ça fait qu'il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de suite. C'est juste ça que je voulais dire, Ben. Peut-être qu'ils vont sortir une version de 5 heures de Dune au complet. Peut-être. Okay. Peut-être la version du réalisateur. Le director cut. J'imagine qu'il y a la cote, pareil. C'est lui qui a le dernier mot, pareil, j'imagine. En tout cas. Ouais, ben c'est encore drôle, tu sais. Ouais, on sait jamais, mais je pense qu'il est fort là-dessus. Ouais, ben tu sais, d'après moi, c'est Warner Bros. Qui l'ont voulu aussi, dans le sens que il a fait Blade Runner 2049, ils ont capoté. En même temps, c'est ça, comme tu dis, les réalisateurs qui se font demander de faire un film, ils ont le gros bout du bâton. Fait que... C'est ça, parce que je me souviens quand il avait fait Prisoners, il avait dit, garde-moi là, ça me prend le contrôle total. Sinon, je suis pas la bonne personne pour vous autres, puis faites-le quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Sauf que ça me prend le contrôle. Fait que j'imagine qu'à chaque film, il essaie d'avoir le plus de contrôle total. Fait.
Ben, j'imagine. Puis ça a un bon résultat à quelque part, tu sais. Puis c'est québécois. Ça, c'est québécois, ça. Mettons. Mettons. Non, mais tu sais, mais tu sais, d'ailleurs, genre, tu dis c'est québécois de Denis Villeneuve, mais tu sais, Arrival, c'est un film purement québécois aussi, là, qui parle. Ben oui. Tu sais, le français et l'anglais, c'est un peu ça, puis il faut se parler pour tisser des liens, c'est important. Mais tu sens aussi le film d'auteur, dans le sens que tu sens que c'est très. C'est vrai, la façon dont c'est filmé. C'est sûr que là, avec tout l'argent qu'il y a pour filmer, c'est sûr qu'il fait des petits plans d'ensemble sur des effets spéciaux, puis c'est écœuramment beau, mais ça sent quand même la lenteur de ses scènes, puis de ses plans. C'est très film d'auteur, je trouve. Déjà, à la base, un film d'auteur, c'est très contemplatif, là, je pense, mais c'est. Mais tu sais, en écoutant Arrival, je me suis dit aussi, il y a quasiment une vibe Xavier Dolan. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, non, je pense pas vraiment à Xavier Dolan. Mais... mais non, mais pour vrai, dans le style, je sais pas, dans la musique, dans tout, je trouve que ça me faisait penser à Xavier Dolan avec un film américain, mettons. Fait que... Ouais, peut-être, mais ouais. En tout cas. Mais tu penses que Xavier Dolan va faire un film de science-fiction à un moment donné? Ben, pourquoi pas? Non, mais peut-être. All right. Fait que c'est ce qui conclut le gros film de la semaine. Ouais, excellent. All right. À part ça, où est-ce qu'on enchaîne? Ben, moi, mes autres films, là, c'est des films d'horreur. Parce qu'on est dans le thème de l'Halloween cette semaine, là, Benz. Okay, moi aussi, j'ai un film d'horreur, ou je sais pas si ça s'appelle d'horreur. Fait que si tu veux, parle de ton film qui n'est pas horreur, puis après ça, on enchaîne sur l'horreur. Ça va être le fun. OK, mais là, je me suis gardé un de mes films préférés à vie. Parce que j'avais vraiment le goût de regarder ça. Puis je l'ai dit la semaine passée que je regardais ça, c'était The Big Lebowski. Oh yes! Des frères Coen qui sont peut-être mes réalisateurs préférés à vie aussi. C'est vrai, ouais? Ouais, je pense que oui. Toi, tu l'aimes, The Big Lebowski? Je l'adore. Excellent. On est deux. Je l'adore. Je l'ai pas encore écouté, somme toute, en 4K. Je l'ai en 4K, Simonac. Ouais. Ça c'est mais pour vrai, je l'avais trouvé pas cher en 4K en plus. Ouais. Mais ouais. Tu sais, ce film-là, dans le fond, c'est la pastiche du film noir. C'est le film parfait pour expliquer le postmodernisme. Puis, c'est vrai. Tu sais, The Big Sleep, je pense que c'est ça le film original. C'est un film de, je sais pas quelle année, peut-être les années 50, 60, j'ai aucune idée. 52. Ah ouais, tu sais ça? J'ai dit ça pour... Le gars, je peux aller voir The Big Sleep. Là. Ouais. Dans le fond, c'est le même film, sauf que là, à la place d'avoir un film noir, c'est 1946, The Big Sleep. À la place d'un film noir, tu te ramasses avec un gars qui joue au bowling, qui fume des battes, puis qui boit des White Russians. C'est un peu une comédie satirique dans le sens que c'est une satire de l'homme vraiment à son niveau zéro, là, dans le sens que le gars qui fait vraiment la moindre petit effort dans sa vie, là, tu sais. Ben, je trouve que c'est un méchant portrait de l'Amérique de la fin des années 1900, mettons, là, les années 80-90, avec toute la guerre, tout ça. Puis tu sais, les gens qui sont marqués par la guerre du Vietnam, puis qui sont comme dépassés. Tout le monde, c'est des pacifistes, puis juste l'autre qui veut tuer tout le monde, puis qui est violent, puis qui est agressif. Qui est John Goodman, qui est un bijou dans ce film-là, qui est écœurant. Puis aussi toute la manière qu'il raconte l'histoire, qu'on s'en fout complètement de l'intrigue. Tu sais, l'intrigue, dans le fond, c'est quelqu'un pisse son tapis, il veut son tapis parce que quelqu'un veut de l'argent, puis c'est comme il se trouve de personne, c'est que c'est peut-être un autre Lebowski qui est millionnaire, puis lui, c'est juste un pauvre BS, tu sais. Puis dès le départ, t'as comme John Goodman, puis The Big Lebowski, le dude qui dit, genre, il dit exactement ce qui va se passer, puis c'est ça qu'elle a fait, tu sais. Fait que dès le départ, tu désamorces l'intrigue. Ouais. C'est comme si tout ce qui se passe, on s'en fout parce qu'on sait où on s'en va, puis ça sert à rien. C'est ça. Genre, ils sont même pas intéressés par leur quête, même les personnages, puis ça, je trouve ça génial. C'est la déconstruction d'un récit, puis ça permet excellent. ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je trouve que. Ouais. Ce qui est bon aussi dans ce film-là, c'est que tu vois aussi l'intérêt fuck all, dans le fond, du personnage, qui est de juste retrouver son tapis, puis dans le sens que il se fout du reste, dans le sens que c'est comme quand il perd son joint au début, je pense. Ou, à un moment donné, il essaie de... Son joint, il est éteint ou... Ça se peut-tu?
Je suis un blanc. Non, je sais pas. OK. Je suis pas dans ce film-là. Mais bref, c'est un gars qui vraiment il fout rien de ses journées. Puis son tapis, il veut. Puis c'est ça, il joue au bowling. Mais c'est comme tu dis, on dirait, vu que l'intrigue est déjà passée dès le début du film, c'est comme si on n'avait plus rien à. Il n'y avait plus rien à faire dans ce film-là. Fait qu'il fait juste continuer de vivre sa vie normalement. Puis c'est comme. Ben, je trouve justement ça mène bien la philosophie des frères Coen où est-ce que le personnage il s'en fout puis il n'y a comme aucun but, puis c'est comme la vie n'a pas de but, puis toute leur quête n'a pas de but, puis c'est souvent ça, les personnages des frères Coen, dans The Man Who Wasn't There, t'as déjà vu ça? Ouais. Le personnage il est comme fucking blasé, puis tout ce qu'il veut, c'est comme pas de sens, puis il se ramasse dans une affaire de meurtre malgré. Il fait jamais rien, puis il fait une affaire, puis ça le fait tout chier, puis. Non, c'est ça. C'est comme si tout arrive pour rien, puis ça n'a pas de sens. C'est intéressant. Mais c'est souvent aussi des personnages qui vivent à un moment de leur vie, dans le fond, leur pire moment, parce que tout se passe en même temps, dans le sens qu'il y a tout le temps une affaire désastreuse qui va comme gâcher leur journée. Ouais. Comme The Big Lebowski, ben, il se fait détruire son tapis. Fait que c'est comme, fuck, man, mon tapis, je l'aime, pis tout. Ouais. Quand, mettons, on regarde No Country for Old Men, c'est loin d'être une comédie, mais c'est un peu dans le même genre, dans le sens que... Ben, t'es un peu dans la même structure d'intrigue qu'à la fin, t'arrives, t'es comme, hey, j'ai regardé celui-là pour rien parce que ça voulait rien. C'était juste du vide. C'est génial. Puis, ils ont vécu les 3 personnages, dans le fond, ils vivent le bon, la brute, puis c'est un peu ça aussi, là, No Country for Old Men. Fait que, au bout du compte, ils ont tous vécu leur pire moment de leur vie, dans le sens que c'était vraiment pourri comme semaine, mais au bout du compte, ils ont fait ça pour rien. Fait que... Ah, c'est génial. Les frères Coen, c'est des génies. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Admettons que tu les verrais en vrai, là, en personne, tu leur dirais quoi, tu sais? Hello. Non, je sais pas. Genius! Genius! C'était écœurant. Fait que c'est ça pour Big Lebowski. Right. Je le conseille à tout le monde parce que c'est un film qui est fucking génial. Là. Ben oui, ça s'écoute bien aussi à n'importe quel moment de l'année. T'avais-tu fait le cours sur le postmodernisme à l'université? Ça me dit de quoi, ouais. Nous autres, on avait ça, un cours sur le postmodernisme, puis j'avais fait mon travail de session sur Big Lebowski. C'était-tu comme un corpus? C'était corpus 3, je pense, je sais pas trop. Là. Ah, c'est ça. Moi, c'était la figure des femmes dans les films américains. C'est pas du tout la même chose. Mais j'avais fait mon travail sur Big Lebowski, tout déconstruire la postmodernité dans le film, toutes les manières qu'on fait ça, c'était super intéressant. Ah, malade. Ouais. Cool. Ben écoute, c'est ça, mais ce que je disais, c'est que c'est un film qui se regarde autant en octobre qu'en juin ou en Noël. Il y a des films qui se regardent plus dans. Mettons comme ce mois-ci, ben, c'est le mois de l'horreur. Fait que, on regarde pas mal de films d'horreur, tandis que, mettons, dans le temps de Noël, je vais avoir moins le goût d'écouter un film d'horreur. C'est plus une fête de joie. Puis, tu veux plus regarder des films heureux ou des comédies, c'est le fun. Mais j'ai regardé des films d'horreur cette semaine, Ben. C'est des bons. Des très bons films, Ben, en fait, j'en ai peut-être déjà parlé. J'ai écouté, dans le fond, Ringu. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit ça, oui. Ouais, qui est l'original de Ring, dans le fond. La version américaine. Mais la version originale qui est sortie, je pense, je ne me rappelle plus la date, mais je pense que c'est 91. Non, 97. 97, je pense. J'arrive. Je suis pas sûr. Attends, 97, je dirais. 98. Ah, fudge. OK. Version originale qui est sortie en 98, puis le remake américain en 2001, si je ne me trompe pas. 2002? 2001, 2002? Attends un peu. 2002, je pense. J'ai comme marqué. 2002. Ah, 2002, c'est ça, je pensais. 2002. Donc, c'est 4 ans après l'original. C'est pas beaucoup quand même. Hein? C'est pas beaucoup pour un remake, mais tu sais, on s'entend que tu l'as-tu déjà vu, Ringu? Non, jamais. As-tu déjà vu le remake américain?
Le cercle. Oui, quand j'étais jeune. De Gore Verbinski. Ouais. Les deux versions sont écœurantes. Pour vrai, ça se comprend qu'il n'y ait pas eu beaucoup de temps entre les deux parce que Ringu a tellement eu un. Ben, en tout cas, je ne me rappelle pas à cette époque-là, là, j'avais 3 ans, mais c'est un film quand même qui est très connu. Je pense que c'est le film japonais le plus connu. Ben, peut-être pas le plus connu, mais le film d'horreur japonais qui a tout changé. Ça a changé la donne parce qu'après ce film-là, il y a eu plein d'autres films du même style. Admettons, Rage meurtrière, Darkwater, L'Appel manqué. C'est comme tous des films un peu lugubres qui parlent d'un être, un fantôme, dans le fond, d'une femme, surtout, là, en général, ou d'un enfant comme disparu. Fait que c'est ça aussi qui effraie un peu, là, le fait que ce soit des enfants morts qui viennent te chercher. Puis Ringu, dans le fond, ça nous amène dans un tout autre univers qui n'était pas tant connu à cette époque-là non plus. On sort des slashers. Les années 90, on est encore dans les slashers. C'est pas mal à la fin du slasher rétro, si on peut dire. Là. Fait que c'était comme la porte qui s'ouvrait sur le genre plus surnaturel, plus activité paranormale, si on veut. Là. Fait que, Ringu, ça parle de fantômes. Ceux qui ont vu le cercle de Ring, c'est la même histoire. Là. Il n'y a rien de changé, mais... C'est textuellement la même chose. Il n'y a aucune petite différence. C'est juste... C'est un peu comme genre Funny Games, US, Funny Games. Non, c'est sûr, il y a des petites différences ici et là, mais rien de... Tu sais, l'histoire reste quand même... Le scénario reste pareil. Là, ça reste les mêmes surprises à la fin. Ça reste... C'est sûr que tu as plus de... Je trouve la version américaine a de meilleurs plans de vue. Moi, c'est surtout ça là, qui m'a fait capoter. Parce que c'est sûr, quand j'étais jeune, comme tu dis, je l'ai vu jeune aussi, là, le cercle. Puis, je l'ai vu avant la version originale. La version originale fait un petit peu plus peur, je te dirais, parce que c'est plus... c'est beaucoup plus morbide, là, comme quand tu vois Samara, la petite, c'est plus effrayant, on dirait. Puis peut-être parce qu'ils ont moins de budget aussi dans les effets spéciaux, je ne sais pas quoi, mais il y a de quoi un petit peu plus dark là, dans la version originale japonaise. Mais dans la version de Gore Verbinski, c'est surtout le visuel du film est très bon. Il y a tout le temps une image un peu bleutée. Il mouille tout le temps. C'est comme s'il fait fret. Quand tu regardes ce film-là, il fait fret. Puis c'est comme... Ça fait peur, ça. Ben ça, c'est... Oui, pour vrai. Tandis que la version américaine, à part quand tu la vois vraiment comme sortir, mais c'est que le film, en tant que tel, d'habitude, dans un film surnaturel, ben, de nos jours, les fantômes, tu le vois du début à la fin. Tu le vois plusieurs fois dans le film. Tandis que dans Ringu puis le cercle, tu vois vraiment juste le gros fantôme à la toute fin du film, dans le sens que je ne veux pas divulgacher rien, mais tu vois, tu en entends parler dès le départ, tu vois des morts suspects, puis tu vois la petite fille, mettons, mais en vrai, en personne, avant qu'elle meure. Tu vois dans des scènes du passé, mais tu la vois pas dès le départ en fantôme, Comme là, quand elle voit en fantôme, c'est qu'elle est vraiment pourrie, elle est toute dégueu, puis elle est morte. Là. Fait que c'est ça qui fait peur aussi quand elle sort de la TV. Il y a plein d'eau qui sort de la TV aussi. C'est comme si le paiement était vraiment fort parce que toute l'anticipation est là, puis t'arrives à la fin, puis c'est comme oh shit. Exact. Puis c'est ça aussi qui était surprenant dans ce film-là. Le fait que tu t'attends pas à ça, à ce qu'elle sorte de la TV de même. Puis c'est comme fuck. C'est ça qui fait le nom aussi du film. Là. Même ceux qui n'ont jamais vu un Christy de Ring, ils savent que, ah oui, la petite fille qui sort de la TV. Ah ouais, elle sort de la TV. Elle, ouais. Ben oui, tu l'as pas vu. Comment ça, tu sais ça? Parce que tu as vu Film de peur. Oui, c'est ça. Tu as sûrement vu Scary Movie 3. Mais, dans le sens que c'est ça aussi qui est étonnant dans le film. Puis, c'est toute l'intrigue aussi. Je te dirais la version américaine est beaucoup plus américaine, là, dans le sens que
c'est plus comme une enquête, si tu veux, de la part de la journaliste, là, Naomi Watts, en passant, qui est une très, très bonne actrice, là, je trouve. Puis, tu sais, elle se fait aider par son ex-chum, si tu veux, là, comme le père de son fils, mais que, il n'est pas présent partout. Mais, tu sais, là, il l'aide. Lui, c'est un photographe dans la vie. Puis, tu sais qu'ils ont une belle chimie ensemble. Fait que, ils s'entraident les deux pour. Parce que, dans le fond, la plupart connaissent l'histoire, là, mais c'est comme si tu regardes la vidéo cassette, tu reçois un appel, puis il te reste 7 jours à vivre, dans le fond. Parce qu'après 7 jours, ils vont venir te prendre, dans le fond. Tu vas mourir. Puis, c'est sûr, là, comme l'actrice principale, le personnage principal, elle regarde la cassette en sachant pas que c'est vrai. Elle y croit pas, en fait. Là. Puis elle, c'est sa nièce qui est morte à cause de ça. Fait que, c'est comme la légende urbaine, si tu veux, autour de la cassette, la fameuse cassette. T'sais. Puis là, comme tout film d'horreur, l'actrice principale, elle se met dans le beau drap. Mais ce que j'aime aussi de cette histoire-là, de ce film-là, c'est que ça commence avec... Dans le fond, le prologue du film, c'est le meurtre en question qui doit être résolu tout au long du film. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui. C'est que, tu sais, c'est l'élément déclencheur. C'est ça, tu sais, c'est classique aussi là, comme histoire, mais dans le sens que tu as une mort au début, puis tu sais pas pourquoi elle est morte jusqu'à ce que tu arrives à la fin, dans le sens que c'est écœurant. Moi, j'aime ça. Là. C'est comme un peu une enquête meurtre et mystère, fait que c'est comme, mais surnaturel. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Puis je le conseille quand même à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas les films d'horreur. Là, c'est pas tant... ça va faire peur, oui. Là, si t'es bissou, là, mais... je sais que t'es un peu pissou, Ben. Je sais que mais si t'as réussi à écouter The Others sans comme être choqué ou effrayé, tu vas être capable d'écouter The Ring puis Ringu. C'est pas... c'est pas la mer à boire. Mais j'imagine que c'est un film qui fait peur dans nos souvenirs parce que quand tu regardes quand t'es jeune, c'est comme quelque chose, tandis que c'est sûr. T'es rendu ailleurs comme tout film d'horreur. Ben oui. C'est comme tout film d'horreur, ça. Quand tu regardes un film d'horreur quand t'es plus jeune... Parce que j'imagine la peur est plus présente dans notre tête par le souvenir qu'on a. C'est ça. Ouais, puis c'est sûr, dans ce temps-ci de l'année, ça peut faire un petit peu plus peur aussi, parce que tu veux avoir peur quand tu écoutes un film d'horreur à l'Halloween, fait que t'es comme ah! Mais ils ont fait un. Dans le fond, il y a un Ringu 2. Là. Celui-là, je ne l'ai pas vu. La version japonaise 2, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai regardé. Dans le fond, j'avais déjà vu, mais je ne m'en rappelais plus tant, parce que je l'avais vu juste une fois, je pense, quand ça jouait à super écran dans le temps. Mais ils ont fait un 2 américain, puis c'est pas Gore Verbinski qui a fait le 2, c'est le même réalisateur du deuxième film japonais qui a fait le deuxième. Fait que, il est moins bon dans le sens que t'as moins l'effet visuel du premier, la touche un peu de Gore Verbinski. Mais si le 2, si t'as pas vu le film japonais, mais penses-tu que ça reste la même chose que le japonais, mais juste en anglais, tu sais? Mais pour vrai, je pense oui, ça ressemble beaucoup parce qu'en plus, c'est le même réalisateur, fait que c'est. D'après moi, il a gardé la même histoire, mais le 2, il y a comme. Ça devient un peu redondant, dans le sens que à la fin du premier, il y a comme l'histoire est comme close un peu, puis dans le 2, ça fait juste revenir, puis comme c'est une histoire de possession plus que d'une vidéocassette. Fait que je trouve que ça perd un peu la légende urbaine entre parenthèses du premier film. Fait que c'est un peu dommage, mais ça s'écoute bien pareil. Ça revient comme toutes les Halloween qu'on jasait la semaine passée, que oui. Tu perds l'essence, puis c'est tu perds l'essence, exact. Mais ce qui est le fun avec Halloween, c'est que tu as plusieurs, comme je t'ai parlé, tu as plusieurs voies différentes que tu peux choisir. Tu as ta propre histoire de Michael Myers. Est-ce que c'est sa sœur, Laurie, ou c'est pas sa sœur? Mais c'est ça, The Ring 2, c'est que c'est... Ouais. Je trouve qu'il était un peu inutile comme film, parce que dans le premier film, t'as vraiment une histoire qui est cousue du début à la fin, t'sais. C'est sûr que ça peut être ouvert aussi comme histoire, mais
moi, j'aime ça, le penser comme que ça finit là, tu sais. Ben, tu sais, j'imagine que c'est un film qu'ils ont fait parce que le premier pogné, ça fait de l'argent, qu'ils vont en faire un Ben deuxième, ouais, ça ben coûte ouais. pas cher. Puis... C'est sûr, puis tu sais, regarde, il n'y a pas eu de troisième. Ben, il y en a eu un, là, comme Ouais, 2-3 ah ans. Là. oui, ben c'est ça, je l'ai pas écouté, celle-là. Ben, je l'ai pas écouté. Je l'ai déjà vu, là, je l'ai chez nous, mais celle-là, je l'ai pas écouté parce que c'est comme un remake, si tu veux. Mais on Ça a n'est pas l'air trop plate. sûr, tu sais. Ouais, c'était vraiment pas à la hauteur des premiers, là, mais j'ai quand même préféré que le deuxième, je te dirais. OK. OK. Parce que je trouve ben, ça change un peu d'ambiance, dans le sens que au début, tu te dis, c'est une suite, t'sais? Puis en plus, ça s'appelle The Rings, dans le fond, les cercles, comme s'il y en avait plusieurs, comme si c'était l'histoire qui se poursuivait, mais c'est un peu dur à expliquer, de savoir à la fin, puisque c'est mal un peu expliqué, mais comme ça a plus l'air d'être un remake à la fin, là, quand ça finit le film. Là. Puis au cours de l'histoire, dans le fond, là, au cours du film. Parce que tu revois les mêmes personnages, mais comme c'est des acteurs différents, puis l'histoire est différente aussi. Ça change l'histoire un peu. Mais c'est quand même, c'est bien, mais ça ne sera jamais aussi horrifique que le premier film. Qu'est-ce qu'ils ont, ce qu'on a eu pour le premier film. C'est sûr, dans ce film-là, dans le remake, si tu veux, en parenthèse, qu'ils ont fait en 2017, je pense, tu la vois dès le départ, Samara, le fantôme, tu la vois sortir de la TV dès les 10 premières minutes. Fait que ça brise un peu le mystère autour de la vidéocassette. Encore là, tu vas me dire, ben, on connaît l'histoire, dans le sens que c'est un remake. Fait que, on sait bien qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est ça, je n'ai pas écouté ce film-là. C'est quand même bien là, comme film, mais je n'ai pas pensé. Ah, c'est pas grave. Hein. Des choses qui arrivent. Benz. Bon. Veux-tu jouer avec mon film d'horreur, moi? Ouais, vas-y. Moi, j'ai regardé Texas Chainsaw Massacre, Non, l'original non! de Toby Aïe, Hooper. aïe! Aïe, aïe! Tabarnak! Moi, pour vrai, avant que tu dises, parce que je sais ce que tu vas dire, puis Attends, moi, mais... j'adore ce film-là. Mais, tu sais, c'est pas le meilleur film d'horreur, là, mais je l'adore. moi, j'étais un peu déchiré parce que, tu sais, dans le sens où ce que le but du film, c'est d'être effrayant, je pense que ça a réussi son coup parce que c'est quand même vraiment effrayant. Tu regardes ça, puis c'est comme. C'est Ouais, filmé de manière anxiogène, c'est dégueulasse, tu sais, ouais. sauf que une chance, ça dure une heure Surtout, et 20. surtout que tu te dis, OK, c'est-tu déjà passé, tu sais, dans le fond? Si-tu vraiment, Ah ça a-tu ouais. vraiment existé, tu sais? Moi, ça m'a pas habité cette pensée-là. Même si ça le dit au début, tu sais, je comprends Ah bien, ouais? mais tu sais, c'est pas OK. grave. Là. Mais tu sais, une chance, ça dure une heure et 20 parce que c'est extrêmement plate à regarder, je trouve. Tu sais, il n'y a pas de développement de personnage. C'est sûr. Raconte-moi une histoire au moins. Tu sais, là, c'est juste des gens qui Ouais, s'en vont à une place puis qui se font décapiter. Puis je suis comme, ben, ouais, ok, mais il n'y a pas il de. jase. Il y a pas de suspense, il n'y a pas il y a pas de point d'intrigue, rien. Tu sais, je suis comme, ben Non, là, mais ils ont eu au zéro budget aussi. Je veux dire, c'est un film un peu amateur. Là, c'est... mais je sais, mais il y a moyen d'avoir un scénario. Ça coûte rien qu'un scénario. Là. C'est- Ben, c'est quoi, il était fait en 82, lui? 80... 73, ça? Ah, 73, mon Ben, Dieu. il me semble. Plus vieux que je pensais. Je vais aller voir, mais il me semble que c'est 73. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même vraiment effrayant, puis je trouve que c'est réussi de cette façon-là. Tu écoutes le Ouais. film, t'es pas bien, tu sais. Puis quand Mais ils pour se font tronçonner, là, ils sont accrochés comme des porcs, puis comme ouais. Ah oui, man, ça c'est des dégueulasse. Ça. sanglants. Là, c'est... Ah, 74, le film, 74. Ah, ben, c'est quand même plus vieux que je pensais. C'est avant Halloween, hein. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'un film que c'est juste effrayant, ça fait un bon film? Je pense pas. Tu sais. Mais ça vaut quand même la peine de l'écouter Ouais. pour l'expérience terrifiante, là, mais Mais c'est aussi, moi c'est parce que c'est la fin aussi que je trouve bonne. Là. quand Quand elle sauve, là. passe Ouais. dans le coucher de soleil, tu sais, c'est. Puis là, lui, il capote avec sa tronçonneuse. Mais tu sais, c'est que c'est un classique dans le sens que c'est un slasher du genre une gang de jeunes cons qui hippies, tu sais. Ah ben là, ouais, maintenant que tu te dis, les hippies, ça fit en crime avec l'époque. Là. Ouais. C'était très hippie là, dans cette époque-là. Puis tu sais, qui sait, là, tout le monde devait être gelé sur le plateau, là, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu regardes ce film-là, puis tu te dis, ah, c'est bon dans le sens que
c'est comme le classique slasher typique de les jeunes cons qui se promènent sur un terrain qui c'est pas à eux, puis dans le fond, sur ce terrain-là, ben, il y a une petite famille de malades. Là. Ah, tu sais, la scène dans le truck au début qui se coupe la main, là, ça c'était dégueulasse. Ça j'ai aimé ça. C'est comme horrifiant, puis tu regardes ça, puis tu es comme, ah shit, c'est dégueu. Le vagabond, là. Ben, tu sais, un de la famille, mais on sait pas dès le début. Ouais, c'est ça. Lui comme que le vagabond qui prennent. Ouais, c'est ça, oui. Qui a l'air bizarre, là. Ouais, ben, tu sais, juste c'est ça aussi, je trouve effrayant, c'est la famille en tant que telle, c'est comme. Petite famille dégueu, tu sais, c'est comme. Ah, fuck. Mais tu sais, encore là, vu qu'il n'y a pas de développement de personnage, ouais. Ben on s'attache pas tant à l'histoire, puis t'es comme trop à une distance qui fait que tu t'en Mais fous un peu. Je te dirais que t'aimerais mieux le deuxième de Tobe Hooper parce que t'as Dennis Hooper qui joue dedans. Il joue comme un flic qui veut se venger, comme de Letterface. Fait que, tu sais, son développement à lui est beaucoup mieux. Puis, tu sais, je pense que le 2, il est sorti dans les années 80, il me semble. Tu pourrais faire des recherches, là, mais comment ça s'appelle? plus une vibe comme disco. Ça s'appelle le Texas Chainsaw Massacre 2. OK. Mais, ouais, le 2, moi, je le préfère même que le premier parce que tu as plus de développement de personnages, comme tu dis. C'est le film, même s'il n'est pas bien plus long, je pense qu'il dure 1h30, là, quelque chose de même. Mais tu sais, comme ça passe plus vite parce que tu as moins de blabla pour rien. C'est comme. Il se passe de quoi au début, puis ça se finit à la fin, dans le sens que. T'espères qu'il va l'avoir. Dennis Hopper, t'espères qu'il va le tuer, qu'il va l'avoir. Puis au final, ben, il se passe de quoi, mais je ne divulgage pas. Je ne divulgage rien, Ben. 1986. Oh, OK. C'est dans les années de Blue Velvet en plus. Dennis Hopper dans Blue Velvet, t'es cœur. Ouais. Mais je pense que c'est son frère, là, le réalisateur, Tobe Hooper. Ah ouais, ça. Ben non, il me semble que c'est Dennis Hopper, puis lui, c'est Tobe Hooper. Mais je pense son frère quand même. Son frère, OK. Non, c'est ça, c'est Hopper, puis l'autre, c'est Hooper. C'est pas son frère, non. Tu gâches le moment, Ben. Mais bref, je pense que tu aimerais peut-être aussi. Je sais que tu l'aimes pas tant, peut-être le Michael Bay, là. Tu l'aimes-tu? Leatherface, ben, bon, m'en fous un peu, là, mais. Non, mais t'aimes-tu Michael Bay? Ouais. Il doit exister, là. Mais c'est correct. En 2003, il a sorti un remake de Massacre à tronçonneuse. Ça s'appelle Texas Chainsaw Massacre. Okay. Puis pour vrai, c'était écœurant. C'est un des remakes que j'adore, là. Qu'ils ont fait là, dans dans le fond, dans les années 2000, là, tous les remakes qu'ils ont fait. Là. Admettons, tu sais, comme Michael Bay, il est fort aussi là, pour produire là, les remakes. Là. Genre, il a produit le remake de Friday the 13th, c'était à chier. T'sais, il a produit Nightmare on Elm Street, c'était encore plus à chier comme remake. Mais le remake de Texas Chainsaw Massacre, pour vrai, autant le premier que le deuxième, parce qu'après ça, ils ont fait, en 2006, ils ont sorti Le Commencement. Là. C'est comme pour expliquer comment que la famille est devenue qui ils sont, dans le sens, mettons, le grand frère qui joue le flic, en parenthèse, c'est comme, dans le fond, tu vois comment il a tué le policier puis il a volé ses vêtements, là, mais en tout cas, celui de 2003, pour vrai, tous les acteurs sont bons aussi, là, ceux qui jouent les jeunes. Là. L'actrice principale, c'est Jessica Biel. Ah oui. Ouais, fait qu'elle a de l'allure, en petite camisole blanche, mais. Mais tu sais, t'as des bons noms d'acteurs. Il y a Jonathan Tucker, je sais pas si tu connais peut-être de visage. Là. Ben, lui, je l'aime bien comme acteur. Là. Il fait souvent des personnages un peu déjantés. Là. Mais dans celui-là, parce que l'histoire, dans le fond, dans le remake, ça se passe quand même dans les années 70. Fait que, ils sont hippies pas mal. T'as aussi comme toute l'allure, tout le décor, ça vient vraiment rechercher les années 70, fait que c'est le fun à voir. Là. Puis c'est encore plus effrayant, on dirait, la façon dont c'est fait. C'est-tu comme pratiquement c'est la même intrigue dans il n'y a pas d'intrigue, là, mais c'est comme la même. Ouais, c'est le même concept. C'est le même concept, mais c'est beaucoup mieux. Là. T'as moins de temps de blabla pour rien. Là.
Puis, tu sais, en même temps, le blabla au début du film, ça installe la chimie entre les personnages. Tu sais, c'est comme toute une gang d'amis qui reviennent du Mexique. Fait que, tu sais, c'est comme. Ils ont plein de potes. tu vois les photos, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu le vois avant qu'il porte son masque. Fait que ça te raconte un peu l'histoire, là, mais bref. Ça reste que c'est pas le meilleur film d'horreur, là, mais ça fait un job. Ça fait un job. Intéressant. Mais moi, j'ai regardé un autre film d'horreur cette semaine. Puis c'est un de mes films d'horreur préférés que je regarde depuis que je suis tout jeune. C'est un film des années 2000. Laisse-moi deviner. Ok, ouais, je te laisse deviner. Donne-moi un indice. Il y a des jeunes qui meurent dans ce film-là. Scream? Mais ils meurent par accident. Ah, Final Destination. Final Destination! Ouais. Oh yes, baby! Non, c'est un très bon film. Moi, j'adore ce film-là. Tu l'as-tu déjà vu? Non, jamais, man. Jamais. OK. Je pense que t'aimerais ça. C'est un film cheesy, là. Mais le premier film, ben, les trois premiers, je les aime. Après ça, le 4 puis le 5, ça devient ridicule, là. Ils ont gâché un peu. Dans le fond, le cinquième film, à la fin, ben, je vais dire le gâcher, mais on s'en fout, là. C'est comme tu apprends que c'est comme avant le premier film, fait que c'est un peu. Ça vient gâcher un peu le premier film, mais je l'oublie, celui-là. Moi, dans ma tête, il y a juste les trois premiers. Puis c'est tout le temps le fun à regarder. C'est ça que j'aime, c'est que c'est le fun à regarder. Puis c'est dans les années, c'est au début des années 2000, fait que tu sens la vibe des jeunes comme génération Z. c'est quoi cette face-là, Ben? Okay. OK. Mais tu connais l'histoire un peu du film? Ben, je sais que c'est des gens qui ont des accidents et qui meurent pour une raison que je ne sais pas. Ouais, ben dans le fond, c'est la mort. la mort elle-même, c'est le vilain de l'histoire. Puis c'est un jeune, tu sais, dans le premier film, c'est un jeune qui part avec sa classe d'école du secondaire. Ils s'en vont à Paris. Fait que là, il arrive dans l'avion, puis c'est un gars qui a peur des avions, tu sais. Fait que là, déjà, à la base, c'est effrayant au début, parce que là, tu as de la musique. La musique est bonne aussi, là. C'est comme la grosse musique de suspense. Puis, il remarque tous les spots de l'avion que, c'est, admettons, où ce que la porte se ferme, il y a comme plein de marques, comme si elle n'était pas solide. En tout cas, des affaires de même. Ça te fait avoir peur des avions un peu. Puis là, il décolle, l'avion décolle, mais elle explose. Fait que tout le monde meurt dans l'avion. Il meurt, là, il brûle dans l'avion, puis tout explose. Mais là, il se réveille, puis là, tu découvres que c'est une vision qu'il y a eu de tout le monde meurt, tu sais. Fait que là, lui, il capote, fait qu'il sort de l'avion, puis il entraîne avec lui, tu sais, dans le fond, un prof qui sort, tu sais, là, il y en a un qui veut se battre avec parce qu'il fruit après, fait que, tu sais, il sort, lui aussi, ils se font sortir de l'avion, tu sais, puis là, il y a Sean William Scott, tu sais, celui qui fait Stifler dans American Pie, ben, il joue là-dedans, tu sais, il s'appelle Billy Hitchcock, puis, tu sais, il joue un tweet, là, mais comme il se fait, lui... il est aux toilettes, fait qu'il est comme en retard, fait qu'il se fait comme emmener avec eux hors de l'avion. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que l'avion part quand même. Puis personne ne le croit, mais les jeunes qui se sont fait expulser de l'avion, ils sont en Christie après lui. Il dit à cause de toi, on va perdre une journée à Paris. Puis tout. Puis l'avion explose finalement. Fait que c'est les seuls survivants. Puis par enchantement, ben, dans les semaines après, un par un, ils meurent dans des accidents étranges. T'sais. Comme exemple, le premier à mourir, ben, c'était la nuit, il s'en va dans la toilette, puis là, il glisse sur une corde à linge, comme dans la douche, puis là, il se fait comme étrangler par la corde, mais comme dans le bain, ça glisse, fait comme il peut pas se relever, puis il meurt de même. T'sais. Mais c'est toujours le fun à regarder dans le sens que plus le film avance, puis plus les morts sont comme surnaturels, là, dans le sens que. C'est-tu gore, hein, fucking violent, ou c'est correct? Là? Ben, ça devient de plus en plus gore à chaque film. Dans le premier film, c'est pas tant gore, mais tu as
t'as des têtes coupées, là, t'as des... tu sais, c'est des accidents mortels. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ça reste très réaliste, là, dans le genre que... Tu sais, il y en a un, mettons, il se fait couper comme à partir de la bouche, là, mais comme la tête. Mais à cause que il y a un train qui a foncé dans un char, puis un morceau de char de fer a volé, puis ça lui coupe la tête. Fait que, mais tu sais, c'est des morts. Autant ça peut être des morts, mettons, que tu sens venir parce que la caméra suit toute une espèce de trajet que, tu sais, mettons, une balle roule, ça touche, mettons, une bouteille de shampoing qui revole, puis là, le shampoing fait glisser la personne, qu'elle, mettons, elle cogne un ventilateur, puis là, c'est le ventilateur qui revole dans la tête à quelqu'un. C'est tous des trajets. C'est ça qui est le fun à regarder dans ces films-là. Mais c'est sûr que, rendu au 4 au 5, c'est rendu un petit peu trop là, comme trajet. Là, mais, dans le deuxième film, c'est un accident sur l'autoroute. Fait que c'est comme la fille, elle a une vision. Fait qu'elle empêche les gens de passer sur l'autoroute. Puis, tous ceux-là, ben, ils meurent tous par après. Parce qu'ils ont évité le carambolage. Fait que la mort reprend toujours leur vie qu'elle aurait dû prendre avant. Tu peux pas fuir la mort. Comme dans Arrival. Tu ne peux pas fuir la mort, Benz. Comme dans Arrival, man. Exact. Puis, je te dirais, le troisième, il est sorti en 2006. Je me rappelle avoir été le voir au cinéma, celui-là. Puis, avec mon père, puis mes frères. Fait que, mais tu sais, celui-là, il est beaucoup plus cheesy aussi. Là. C'est un accident dans un manège. Tu l'as jamais vu, ce film-là? Ben, non, j'ai pas vu ça, mais j'en ai entendu parler. D'un accident de manège, je m'en rappelle d'avoir entendu parler de ça, mais non, j'ai pas vu. Mais tu sais, c'est quand même c'est hot, là, comme t'es dans un roller coaster, là, fait que c'est quand même fou. Mais il est quand même le fun à regarder. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que dans le fond, le premier puis le deuxième, les personnages sont reliés. Dans le sens que il y en a pas gros, mais les survivants du premier film, ben, tu les revois dans le deuxième film, puis toutes les victimes, dans le fond, tous les gens qui sont qui essayent de fuir la mort dans le deuxième film sont reliés d'une manière ou d'une autre au personnage du premier film qui était censé mourir là, dans le fond. Ça a comme tout déclenché un enchaînement, là, tout ça. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là, mais ça, t'oublies, tu perds un peu l'essence de ça dans le troisième film. Là. Puis après ça, dans le 4 et 5 aussi, tu oublies tout ça. Là. Mais dans le troisième film, il y a comme une scène coupée que tu comprends que c'est comme la cousine de la fille du 2, mais en tout cas, c'est compliqué. Mais le premier, ça reste le best. Mais j'imagine que tu regardes ça pour les accidents, puis pour voir des gens mourir, puis c'est drôle. Oui! Puis, le reste, tu t'en fous un peu. C'est pas un film d'auteur. Si ça soit relié ou pas, c'est pas grave, c'est drôle de voir les gens crever. Ouais, c'est drôle. Puis tu sais, c'est le premier. C'est pas si drôle que ça, mais. C'est pas drôle, mais je veux dire, c'est satisfaisant dans le sens que c'est juste le fun. Moi, je connais le film par cœur. Je l'écoute depuis tout jeune. J'ai la VHS depuis. Je pense que c'est la première VHS que j'ai vue. Mais c'est le fun parce que l'histoire en tant que telle n'est pas difficile à comprendre. Je veux dire, les gens meurent, mais c'est juste le fun de voir le déroulement. Mettons. Quand il en reste 4 à la fin, là, il en reste juste 4. Ils savent qu'ils vont mourir. Puis, il y a celui qui a eu la vision que lui, il connaît, dans le fond, l'ordre des morts. Parce que les gens meurent dans l'ordre où est-ce qu'ils seraient morts dans l'avion. Admettons, le premier admettons, sont 6 à être sortis d'avion. Là. Je dis ça de même, je ne sais pas si sont 6 exactement, là, mais le premier des 6 qui serait mort dans la réalité, dans le fond, dans la vision du gars, ben, c'est lui qui part en premier. Après ça, c'est la fille, mettons, qui est morte après. Fait que c'est un enchaînement, c'est un déroulement, c'est une liste que la mort elle a, qu'elle les poursuit un par un. Puis celui qui a eu la vision, ben, c'est le seul à connaître cette liste-là. Fait que, rendu à la fin, quand ils sont juste 4, ben là, ils sont dans le char, puis le gars, il s'appelle Carter. Puis, Carter,
Puis c'est lui, dans le fond, qui déteste le gars qui a eu la vision. C'est le dude, dans le fond. Là. Puis il dit dis-moi là que c'est moi, le prochain. C'est quoi, t'as peur de me dire que c'est moi? Puis l'autre, il veut pas y dire parce qu'il dit on s'en fout de qui est le prochain. On va tout y passer. Puis là, c'est drôle parce que là, le dude qui conduit, il est en crise parce que là, sa blonde, elle s'est fait tuer. Fait que là, il dit je m'en fous, je vais rouler à tout à l'heure, puis on va se tuer toutes les quatre en même temps, puis la mort ne nous aura pas comme elle veut. T'sais. Fait que là, il dit je suis le seul maître de ma destinée. Puis là, il roule, mais sans toucher au volant. Puis dans le fond, il arrive à rouler tout droit sans que les chars le pogne. C'est comme si, admettons, c'était pas leur heure de mourir, fait qu'il ne mourrait pas. En tout cas, j'arrête d'en parler, là, c'est le fun. C'est le fun à voir. Ça doit. Ça va être cocasse comme film. Ouais, c'est cocasse. Ça fait pas peur. C'est pas un film qui fait peur. C'est fait exprès juste pour le gore, comme tu dis, puis les accidents qui sont drôles. Excellent. C'est excellent, Ben. Fait que ça conclut le 50e épisode, je pense. Ben oui, moi j'ai plus rien, fait que c'est correct. Moi non plus. Est-ce que tu as regardé The Big Lebowski parce que tu adores les réalisateurs, puis parce que c'est le 50e, puis tu voulais parler de ce film-là? Ben peut-être inconsciemment, mais peut-être. Je sais pas. Là, je te reconnais, Ben. Là, je te reconnais. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutes pour le prochain? Là, ça va être l'Halloween, là, ça va être ta fête. T'écoutes-tu un film de ta fête? Oui, pour ma fête, je pense qu'on va regarder Step Brothers, que ça n'a pas encore le rapport, mais j'ai le goût que ça serait bon. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé From Hell, fait que je vais regarder ça. Parce que je sais que tu m'en as déjà parlé, puis je me rappelle, fait que ouais. Oui, j'adore ça. Okay. Johnny Depp, très bon. Très bon acteur, Johnny Depp, très bon acteur. Victime. Sinon, Spider aussi, que je te parlais de Cronenberg tantôt. Ah oui, Cronenberg. Film de 2002 avec Ralph Fiennes, fait que il paraît que c'est bon, puis je suis curieux. Ouais, ben c'est... Je l'ai jamais vu, mais je pense que j'en ai entendu parler. Pas parler, là, mais j'ai lu de quoi sur ce film-là. Ça me dit de quoi, le nom? Ben, je te reviendrai là-dessus. Ouais, tu me diras ça le prochain épisode. Moi, oui. Ça dépend si je regarde, je sais pas, mais je l'ai trouvé. Ouais, on verra. C'est ça. Moi, c'est l'Halloween. Donc, tu sais ce que ça veut dire? T'es parti, ces films d'horreur, là? Je suis parti pour la gloire. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que je t'en ai déjà parlé, à l'Halloween passé, des plus gros films d'horreur que j'aime, tu sais, comme Scream. Je pense pas en reparler, mais c'est sûr que je l'écoute, tu sais, mais on va peut-être en reparler un peu parce que le 5e arrive en février. En tout cas, on check ça. Mais je pense que m'a regardé L'Exorciste. Le premier, là? Oui, le premier, ça c'est sûr. Tous les exorcistes. Ben, moi, j'ai la série complète. Combien qu'il y en a? Moi, j'en ai 4. Non, mais il y en a combien de... Emily Rose, c'est genre le combienième? Ouais, c'est ça. Emily Rose, c'est le 5e, mais tu sais, ça, c'est l'exorcisme d'Emily Rose. Tu sais, c'est un peu à part de la série Exorciste, là, tu sais. Fait que... Mais celui-là, je ne l'ai pas. Mais je te dirais que c'est le 5e dans l'exorcisme, là, dans la série, mettons, là, si on le met dans la série. Mais tu as d'autres films aussi de possession. Je vais peut-être pas mal parler de possession à l'Halloween. C'est Halloween. La possession. T'avais-tu regardé Sainte-Maude? Non, tu m'en avais parlé, là, mais il l'avait sur Netflix. Je sais pas si c'est encore là, mais ça parle de possession. Okay. Fait que c'est pas long. Intéressant. Peut-être à regarder ça, Ben. Peut-être à regarder ça. Je me sens possédé cette année. Je me sens possédé. Je vais aller voir s'il est encore, puis je te dis. OK, tu me diras ça. Puis sinon, au cinéma, c'est The Last Night in Soho. Ah oui, man. Edgar Wright. Ça a l'air bon. Ça a l'air excellent. Ouais. Donc, peut-être aller voir ça. Peut-être te parler de ça la semaine prochaine. Le film de Wes Anderson aussi, je sais pas, il sort vendredi ou quoi, mais... Oui, il est sorti déjà? Il était pas censé sortir le 22 en même temps que Doom. Mais ça, je pense. Mais en tout cas, je sais pas. Ben, c'est ça. Je sais. Il doit jouer à Montréal, puis that's it. Tu sais, même House of Dog, là, quand il est sorti, il jouait juste à Montréal. Ouais, c'est bizarre. C'est comme Jackass 4. Je l'ai pas vu nulle part. Je comprends pas, parce que, tu sais, Wes Anderson, c'est toujours des hauts castings, c'est toujours des bons films qui sont quand même accessibles. Ouais. Fait que je suis comme, pourquoi que ça joue pas partout? C'est ça que je me dis. C'est ça que je me demande, Ben. Je sais pas.
C'est une. C'est une guerre. Peut-être qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils n'aiment pas Wes Anderson puisqu'ils aiment la France ou je sais pas. Peut-être. Ou ils ont repoussé la sortie, on ne sait pas. Non, parce que j'ai vu des annonces cette semaine. Je sais pas s'il sortait le 22 ou il sort vendredi dans 2 jours, je sais pas. Il me semble qu'il était censé sortir le 22. C'est ça. Moi aussi, je pensais, mais en tout cas, je sais pas. Mais bref, The Last Night in Soho m'a t'en parlé. Peut-être que je vais regarder un Edgar Wright pour t'accompagner là-dedans. Ben, il faudrait. Ouais. Écoute, Sean et les zombies. Ouais, ça, ou peut-être avec Michael Cera, comment ça s'appelle? C'est-tu Michael Cera? Baby Driver? Non. Baby Driver, c'est bon, là. Non, c'est quoi le film? Scott Pilgrim. Ah, Scott Pilgrim. C'est Michael Cera, hein, c'est ça? Ouais, ça, c'est Michael Cera. Ok, c'est ça. Mais, Scott Pilgrim, c'est bon. Ben oui, mais en parlant d'Edgar Wright, je vais peut-être écouter son film de zombies, là, récemment, qu'il a fait. Shaun of the Dead. Non, pas Shaun of the Dead. Récemment? Ouais, avec... Ah non, ça, c'est Jim Jarmusch. Ah, The Dead Don't Die, écoute ça, c'est bon. The Dead Don't Die, c'est ça, je voulais écouter. C'est bon, là. Dans ma tête, c'était Edgar Wright, mais non, c'est Jim Jarmusch. Mais ça a quand même une vibe un peu à la Edgar Wright. Non, ça a une vibe à Jim Jarmusch, là. OK. T'as déjà vu du Jim Jarmusch? Je vais regarder Shaun of the Dead, puis ça. Ah oui, regarde, ça a un lien quand même, là, c'est comme des satires un peu par rapport à ça. Ouais, c'est ça, je trouve, il y a quand même une petite vibe, là, mais... Mettons, c'est vraiment pessimiste, Jim Jarmusch, tandis que l'autre, c'est plus drôle, puis c'est plus dans la comédie. Là. Ouais. Mais justement, j'ai commandé Ghost Dog de Jim Jarmusch. Ah! Je pense pas que je vais recevoir cette semaine, mais bientôt, je vais regarder ça. Fait que... ta collection de Jim Jarmusch a grandi? Ah, j'adore Jim Jarmusch. Après Patterson? J'en ai une couple. J'ai Broken Flowers, qui est très bon. Avec Bill Murray. T'as déjà vu ça? Oui. C'est bon, là. Excellent. Coffee and Cigarette, c'est bon aussi. En parlant de Bill Murray, t'as-tu entendu la nouvelle? Quoi? Il va jouer dans Hitman 3. Hitman? Ant-Man. Ah, Ant-Man. Ah non, je sais pas. Je l'ai vu aujourd'hui. Bref, c'est ce qui conclut le podcast 50. Merci. À la semaine prochaine. Merci de nous écouter. 50 épisodes. Joyeuse Halloween. C'est ma fête aussi. Bonne fête, Ben. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Bonne fête. Si quelqu'un... On n'a jamais de commentaires. Fait que si quelqu'un veut faire des commentaires. À part Marquis qui fait des commentaires de joke, genre arrête de parler de ça ou je sais pas trop. En tout cas. Wouhou! Salut. Merci d'être présent et de nous écouter. Bonne fête, Ben.